à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. La région du Sahel traverse une crise sans précédent et multiforme. On y dénombre plus de 23 millions de personnes en situation de crise alimentaire, 2,4 millions de déplacés internes, à quoi s'ajoutent les milliers de morts civiles et militaires. En cause, l'insécurité et les violences armées. La situation sécuritaire, principale préoccupation des États, ne cesse de se détériorer malgré l'implication des pays concernés et la mise en place de différentes coalitions. À cet effet, la coalition pour le Sahel vise à promouvoir une solution globale aux problèmes rencontrés par les États et les populations grâce à une approche dite transversale. Alors, quel est le rôle de cette institution? Comment s'organise la lutte contre le terrorisme au Sahel? Pour en parler, je reçois Dr Djimé Adoum, haut représentant de la coalition au Sahel, ancien ministre de l'Agriculture du Tchad et conseiller technique du président de la République. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors vous avez été nommé haut représentant de la coalition au Sahel en février 2021 par les chefs d'État réunis au sommet N'Djamena. Quelle est exactement votre mission? Ma mission, elle s'inscrit dans le cadre de trouver les voies et moyens et créer des synergies pour apaiser les esprits dans le Sahel. Comme vous le savez, il y a une multitude d'organisations. Il y a dans le Sahel, il y a le G5 Sahel, qui est l'entité politico-juridique créée par les chefs d'État. Il y a l'Alliance Sahel, il y a le P3S de l'Union européenne. Et donc, une coalition, c'est pour fédérer. C'est pour fédérer toutes ces différentes entités, pour rendre beaucoup plus cohérentes les actions qui doivent être menées à l'endroit du Sahel et faire du lobbying, jouer le rôle d'interface entre les populations, le gouvernement du Sahel et les partenaires techniques et financiers européens, américains, canadiens. C'est pourquoi elle est placée à Bruxelles, qui nous permet donc d'interagir avec tout ce monde-là, de prendre ce qui se passe sur le terrain, le mettre dans l'échiquier, de prendre ce qui se passe de l'autre côté et venir vers les chefs d'État et les populations pour leur dire voici ce qui se passe, voici comment nous devons nous comporter, voici ce qu'on gagne de ce que nous sommes en train de faire. Vous ne craignez pas un millefeuille administratif, institutionnel non. Accumuler autant d'institutions, on ne va plus savoir qui fait quoi. Très bien. Sur le terrain. Très bien. À la suite du communiqué final de N'Djamena, du 15 février, il a été constaté qu'il y avait un sursaut militaire. Les gens ont eu des gains sur le terrain, mais qui n'a pas été suivi d'effets sursaut civil, politique, administratif, développement, ainsi de suite. C'est pour cette raison que nous avons créé une feuille de route basée sur 4 piliers. Pilier 1, c'est la lutte contre les groupes armés terroristes. Pilier 2, c'est le renforcement des forces armées nationales de ces 5 pays-là. Pilier 3, c'est le retour de l'État et la fourniture de biens et services. Le pilier 4, c'est le développement à long terme. Et donc, ce qui fait que, je dis, nous sommes un cadre fédérateur, c'est que tout le monde, les partenaires techniques et financiers, nos gouvernants, tous les 5 pays, plus tout le monde qui gravite autour du G5, autour du Sahel, trouve son compte dans cette feuille de route. Donc, elle a 48 éléments, et chacun, en ce qui le concerne, peut-être 2 ou 3 entités peuvent se retrouver sur l'élément 2.3, à titre d'exemple. Et donc, tout le monde dans ça, on identifie, on dit oui, moi, ça m'intéresse ça et là, on crée des synergies, on cherche des ressources pour financer donc, ces multiples projets. Son avantage, encore le deuxième avantage, qui est le plus significatif, c'est qu'elle est hautement politique. Moi, je viens sur le terrain, je rencontre les chefs d'État, on s'entretient avec eux, je prends des instructions, ou bien j'amène avec moi des préoccupations de Bruxelles, de par le monde, des États-Unis, du Canada. Je parle avec les envoyés spéciaux de tous ces pays-là, les ambassadeurs COPS à Bruxelles. Et donc, c'est une dynamique extrêmement riche qui se crée au nom du Sahel, une coalition qui est pilotée par un Sahélien. Et donc là, ça nous permet sincèrement de ne pas avoir une langue de bois, on n'endort personne, parce que le Sahel traverse une situation très difficile. Et le moment est venu pour mettre les choses cartes sur table et pour dire voici les problèmes,
Voici comment nous allons donc trouver des solutions. Alors justement, selon les ONG, en 4 ans, le nombre de victimes civiles au Sahel a été multiplié par 7 et les attaques contre les civils ont été quintuplées malgré les forces en présence. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, dans notre espace, le G5 Sahel, tout comme l'Afrique de l'Ouest, les 17 pays que font le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, espace UEMOA, il y a 17 pays, la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie. Vous sortez d'ici à 10 km, ou bien moins de 10 km, vous allez voir que nos populations, nos tantes, cousins, neveux, oncles, sont engagés dans des systèmes de production à subsistance, en dehors du cacao et autres. Il y a quelques cultures de rente. De manière générale, 70 à 80% de ce monde-là, dans le monde rural, est engagé dans des systèmes de production de subsistance. Et qui dit subsistance dit que les moyens ne sont pas adéquats. On ne produit pas suffisamment pour satisfaire son besoin fondamental en nourriture. Moins encore transformer, créer de richesse et de l'emploi. Et donc, ce qui fait que les jeunes qui sortent diplômés sans emploi, les femmes qui ne trouvent pas leur compte, tout ça fait que c'est plus facile d'aller joindre un bandit, un terroriste qui vient vous donner 500 000 francs, alors que vous étiez là, vous attendiez pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les fonctions publiques ne sont plus capables de fournir de l'emploi. De toute façon, ce n'est pas leur rôle, c'est le secteur privé. Et en facilitant donc la modernisation du secteur de production, c'est là où on va créer des richesses et de l'emploi. Vous voulez dire quoi? La pauvreté, en tout cas, le niveau de vie des Africains est un terreau favorable au terrorisme oui, pour le recrutement? Bien sûr. Une chose qui est encore plus certaine, c'est que nos jeunes, et si vous allez dans les buissons, vous allez trouver ceux qui se battent, ceux qui font toutes ces actions-là, ceux qui mènent ces actions-là, c'est entre 18 et 25, 30 ans. Maintenant, si vous voyez les bateaux qui traversent pour aller en Europe, ceux qui tombent dans la mer, si vous avez ceux qui embarquent, c'est encore des jeunes. Donc nous devons, notre obligation, les Africains, nous devons dire, le moment est venu pour que nous prenions les choses en main. Les partenaires sont là, ils vont nous aider, ils veulent nous aider, mais il faudrait qu'on mette sur la table, dans la balance, exactement ce dont on a question. Et ces jours-ci, il y a les connaissances, il y a la science, on ne peut rien faire, on ne peut plus jouer au hasard. On doit moderniser nos secteurs de production, créer de la valeur, on s'adapte au changement climatique, on s'adapte à la déforestation, on maîtrise un peu notre démographie et on avance. Vous le dites, et c'est vrai que ce sont des questions centrales pour tous les États, même les plus développés. Et justement, on sera toujours dans le peloton de queue, puisque finalement, on vient avec déjà beaucoup de lacunes, les pays africains. On parle de l'état de nos armées, on parle de la croissance économique, enfin en tout cas, qui n'est pas inclusive. On parle de problèmes d'instabilité politique. Est-ce qu'on cumule aussi, est-ce que ça complexifie la résolution de nos problèmes? Oui, madame. L'Afrique, au moins cet espace-là, traverse une tornade à multiples variables. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a la pauvreté, il y a la démographie, il y a le manque d'éducation, il y a le manque d'accès aux crédits par les femmes, il y a le manque d'emploi. C'est tout ça qui fait que le moment est venu pour avoir un schéma directeur, asseoir, c'est simple, on dit, bon, voici, on prend un pays X, il s'assoit et dit, bon, moi j'ai un schéma directeur de développement, j'ai identifié, j'ai priorisé telle ou telle action, tel programme à mettre. Il faut aller vers le programme 10, 15, 20 ans. Donc il faut la planification. Il faut planifier et dire maintenant, moi je mets ma main dans la poche, voici le trésor public, mais tant. Nous autres, on va vers les partenaires pour dire, vous avez dit que vous voulez aider le pays à s'en sortir, voici ce que le pays veut faire, tant est mis sur la table, on cherche les voies et moyens et les ressources. Mais c'est une manière de nous endetter encore. Oui, mais il y a des... Vous allez dire que c'est de la bonne dette? Non, il y a des partenaires qui appuient sans prêter à nos pays. Ce sont des dons, parfois? C'est des dons. Et généralement, les gros programmes, moi je vous dis, par exemple, à titre d'exemple, en connaissance de cause, quand j'étais secrétaire exécutif du SILS, on a eu de l'argent pour le pastoralisme, nous avons eu de l'argent pour l'irrigation, la Banque africaine de développement, elle a financé la résilience, c'est des petits... 50%, 50% dons,
50% et c'est des intérêts à 2-3%. On peut certainement, si on allait sur le marché public, on allait avoir beaucoup plus à payer que d'aller prendre dans les coffres de ces institutions. Question essentielle qu'on finisse avec la malgouvernance de nos projets. Alors, quelle stratégie justement adopter ou privilégier dans cette lutte contre le terrorisme? On l'entend à travers vos réponses, une réponse militaire seule ne suffit pas. Pour beaucoup d'entre vous, on parle de plus en plus de l'aspect socio-économique, vous l'avez dit, la misère grandissante, et de l'absence de l'État dans certaines localités. Quel est votre regard? Parce que certains nous parlent de négociations. Faut-il envisager de négocier avec ces groupes terroristes? Et nous, la tradition africaine veut que nous puissions nous asseoir sous l'arbre à palabres. Il faut qu'on puisse dans ces connaissances-là. Et là, on négocie en position de force. Si on attend que nous soyons affaiblis, ben, il n'y aura jamais de négociation. Mais si le problème, il faut qu'on écoute les gens. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Si on a une idée assez claire sur ce qu'ils revendiquent raisonnablement, de par le monde, les gens ont toujours négocié. Pourquoi est-ce qu'on dise à l'Afrique, non, il ne faut pas négocier? C'est notre terroir, c'est le terroir qui est en train de prendre feu, c'est nos enfants, nos jeunes enfants, nos tantes et sœurs. Vous l'avez dit au début de l'émission pour dire, mais il y avait de multiples décès. Les gens sont pris en tenaille entre nos armées et les forces qui opèrent sur le terrain. Le moment est venu pour qu'on dise, c'est intenable. Et donc, on s'assoit, il y a deux tracks. C'est-à-dire, on négocie pour voir ce qu'on peut ramener dans le bercail, les former, les rendre plus utiles pour qu'ils puissent gagner un mode de vie plus convenable, plus décent. On le fait. Ceux qui ne veulent pas, pour une raison ou une autre, l'État n'a qu'à s'organiser et puis faire face Donc, à cela. C'est une option à envisager, des négociations. C'est une option. En fonction peut-être des revendications. Il y en a peut-être certaines qui sont plus difficiles à exécuter. Je me souviens, lors d'une précédente émission, à l'occasion des élections présidentielles au Burkina Faso, le représentant du chef de l'État nous disait que, quand on lui parlait de la négociation, il nous disait mais que ces groupes terroristes demandent, par exemple, qu'à l'école, on n'apprenne plus le français, qu'on cède peut-être des parties du territoire. Il me disait que c'est impossible de négocier ce genre de choses. Donc c'est quoi? C'est du cas par cas? C'est du cas par cas. C'est-à-dire, si tous ces pays-là, les 17 pays, avec des institutions, CEDEAO, UEMOA, le SILS, le Lutako Gourma, et tout ce monde-là, dit, avec les sociétés civiles, elles jouent un rôle extrêmement important. Qu'on se dise, OK, jusqu'ici, les bazookas n'ont pas réglé nos problèmes. Et d'ailleurs, on va parler un peu plus tard des menaces terroristes qui vont essayer de s'intégrer aussi dans cette région. C'est pourquoi je suis ici. On va en parler. Et donc, on dit, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on dit, OK, bas la terre, de quoi vous manifestez votre mécontentement. J'ai été lésé, on m'a spolié, ça et là. C'est des choses qui vont se comptabiliser, on va le prioriser et on commence avec un programme de remise à niveau des disparités, si c'est de ça qu'est partie donc les frustrations. Ces dernières années, on assiste à un phénomène de plus en plus répandu. C'est ce sentiment anti-français. On l'a vu il y a encore quelques jours. C'était au cœur de l'actualité. Un convoi militaire français quittant la Côte d'Ivoire, passé par le Burkina Faso, où là aussi il a été bloqué, et au Niger, ça a causé quand même des morts. Déjà, quel est votre sentiment sur cette question, sur ce sentiment grandissant? Remettons la question dans le contexte de Barkhane. La France a dit, le moment est venu pour que la force devienne internationale. Donc, voyons la proportion de ce qui se passe. Barkhane diminue, la force internationale grandit, les partenaires sont disposés à s'impliquer davantage donc, dans notre espace, et elle devient plus internationale parce qu'il y aura beaucoup plus d'appui. La force Takuba, 8e de l'Union européenne, et ainsi de suite. Donc, moi, à mon sens, la France ne s'est pas désengagée et réduite. Il y a toujours des militaires là. Maintenant,
une mauvaise compréhension de la chose. Moi, à la place de mes parents africains, moi je suis parmi eux, moi je me suis dit c'est une très bonne chose que la force soit devenue une force internationale. On puisse partout, il y a l'appui de l'Union européenne, il y a les États en bilatéral, tout le monde s'engage. Donc, on libère un peu la présence française, on s'engage dans cette nouvelle dynamique. Maintenant, par rapport à, si vous voulez, au bruit, aux manifestations qui ont eu lieu, oui, c'est des frustrations parce qu'à un certain moment, quand la jeunesse ne sait pas où tourner la tête, elle n'a pas de débouché ça et là, bon, elle va dire, mais c'est l'occupation. Vous pensez que les Français sont, c'est quoi, sont des boucs émissaires? C'est le bouc émissaire de la frustration africaine? Je pense Il n'y a pas aussi parfois un problème de transparence ou de communication de l'armée ou des autorités françaises sur ces questions? Oui, madame, mais là, il faudrait que nos États, nos gouvernants, step up, qui viennent, n'est-ce pas, donc, dans la cour commune pour nous dire, voilà, le moment est venu pour qu'on n'en veut plus de la présence française, elle est devenue... Mais si nos États ne communiquent pas, les jeunes qui sont frustrés, les gens vont dire, bon, mais c'est peut-être il y a un désagrément tacite entre les gouvernants et les jeunes. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que, partant de ce que les Burkinabés ont fait, partant de ce que les gens ont fait au Niger, c'est une situation malencontreuse, elle est très malheureuse, mais on ne peut pas remettre en cause, ça fait longtemps que la France est dans ça, elle veut changer un peu de dynamique. Je pense qu'il faudrait plutôt donner la chance à cette nouvelle configuration et c'est vers là que nous sommes en train de nous acheminer. Mais est-ce que ça impacte la lutte contre le terrorisme, ce sentiment anti-français? Est-ce que ça rend plus difficile ou... Non, il faudrait que nous prenions les choses en main. C'est-à-dire, les problèmes, ce n'est pas les Français qui sont devenus des terroristes, qui sont en train de lutter contre nous, c'est nous qui sommes devenus mécontents, nous transformions des doctrines ça et là qui ne collent pas bien avec notre société, notre tissu social. Le moment est venu pour qu'on puisse mettre le doigt sur les vrais problèmes. Vous pensez qu'on ne prend pas nos responsabilités et qu'on cherche encore une fois un bouc émissaire à ces questions-là? Il faut éviter de stigmatiser, il faut éviter d'aller dans tous les sens. Il faudrait dire une petite anecdote. À l'indépendance, les deux courbes économiques, la courbe asiatique, elle est comme ça, et la courbe africaine, elle est ascendante. 50 ans plus tard. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais alors, donc, on est tous éduqués, nous sommes allés dans les écoles les plus performantes, on est sortis avec des diplômes, des PhD, des doctorats, nous avons notre espace plein de spécialistes. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas donc puiser dans cette énergie? Pourquoi l'Afrique n'est pas devenue l'Asie? Mais alors, la première puissance économique. Et nous avons des terres assez riches, très riches. Au lieu d'être la convoitise de ceux-ci et de ceux-là, il faudrait qu'on dise enough is enough, nous allons prendre les choses en main. Donc, pour répondre à votre question, le moment est venu pour qu'on puisse dire, OK, on ne veut plus rester pauvre. On ne veut plus rester ni pauvre dans l'esprit, ni pauvre physiquement, ni mentalement. Il y en a marre. Donc, nous avons des richesses, nous avons un sous-sol extrêmement riche, nous avons des ressources naturelles. Mettons en application la science et les technologies qui sont disponibles, soyons équitables, et puis avec une bonne gouvernance, on va s'en sortir. Vous avez l'air optimiste, on va essayer de l'être, même si la réalité vous paraît plus complexe. Vous êtes tchadien, représentant de ce pays qui était quasiment la clé de voûte, on aurait dit, de la stratégie au Sahel. Et malheureusement, Feu Idriss Déby est décédé dans des conditions de guerre sur le territoire. Déjà, quelle a été votre réaction, puisque vous avez été son conseiller technique, c'était le chef d'État de votre pays, vous étiez son ministre. Quelle a été déjà votre réaction à titre personnel? Oui, nous, on a, dans un premier temps, tout le monde était sous le choc de voir un chef d'État avec son arme à la main en train de lutter contre les maquisards qui cherchaient à déstabiliser donc, le régime. Et beaucoup de gens n'ont pas cru que le maréchal était allé. Ils savent qu'il va sur le terrain, mais quand la nouvelle a été annoncée, tout le monde était sous le choc.
C'est une grande perte pour Ah oui, oui, le non, Tchad. c'est une grande Et perte. la- Et la région, parce qu'il était le premier envoyé du contingent au Mali pour aller dire, bon, mais on arrête le Moujao, là, sinon il allait souffler toute la région et puis on ne serait pas là où nous sommes. La deuxième des choses, c'est qu'en interne au Tchad, les gens se posaient mille et une questions. Est-ce que le Tchad va exploser? Ou bien est-ce que par un enchantement quelconque, le Tchad pourra rester uni? Et il y a des débats en ce moment. Oui, le CMT n'a pas été ça et là, on a dit Mais beaucoup oui, de non, choses. mais non, parlons-en franchement. C'est vrai qu'on a assisté à une succession originale et limite monarchique. Oui, alors On a, moi, on a passé un pouvoir du père au fils, ce qui est très rare en démocratie. d'accord. Alors on va... Sans lui faire de jugement de patronyme. Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, je dis tout simplement, là où nous sommes, les faits sont là, ils sont très têtus. Hein. Mais si, au bout de 18 mois, on cale bien cette transition, on aura oublié que celui qui était à la tête de la transition venait aussi du maréchal Déby. Mais, vous le Donc, savez, encore une fois, mieux que moi, Oui. les transitions sur notre continent deviennent des situations définitives, ou en tout cas pérennes. Comment croire que cette transition va respecter ce délai de 18 mois alors que d'autres transitions dans la sous-région ne respectent pas ces délais? Oui, justement, vous avez bien fait de poser la question. Et je ne voulais pas, ici, sur le plateau, dire que toutes les situations sont similaires. Oui. Non. C'est-à-dire, si on prend au cas par cas, le Tchad, c'est par peut-être un bâton magique que les gens n'ont pas dit grand-chose. Quand on dit transition, allons-y au dialogue, tout le monde s'est affairé à dire nous allons au dialogue. Donc, on a 18 mois. Est-ce que ceux qui sont sceptiques vont-ils avoir raison ou pas? On ne le souhaite pas. Nous voulons qu'effectivement, avec toute la pression des uns et des autres, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ce monde-là regarde ce que fait le Tchad. Et nous autres, nous sommes là en train de dire avançons. Donc, il faudrait qu'on saisisse l'opportunité historique pour faire en sorte que... Il est jeune, hein, Mahamat Idriss Déby, il peut sortir de son grade de général d'armée, revenir 5 ans plus tard. Il peut être un ATT au premier tour. Oui. Et donc, Vous nous demandez de patienter et d'attendre les 18 mois pour voir oui. si... Parce que ça bouge au Tchad, hein, ça bouge. Les gens s'activent, il y a des courants. Il y a des courants qui disent, bon, ils sont impatients, non, nous n'avons pas confiance. Ils posent exactement la même question que vous êtes en train de poser. Nous n'avons pas confiance. Il y a d'autres qui disent, non, attendez, s'il vous plaît, nous marchons sur les œufs, allons jusqu'à 18 mois pour voir. Et partant de là, à partir du moment où 18 mois arrivent et que ça va dans tous les sens, je vais revenir sur le plateau. Oui, on va vous inviter dans 18 mois pour voir quelle est l'évolution de la situation, qui de nous deux aura tort ou raison, même si je ne dis pas qu'ils ne vont pas respecter leurs paroles. Dernière question, parce que le terrorisme suit aussi une mutation, on parle de métastasme sur cette question, et sa mutation, en plus de la bande sahélo-saharienne, on voit que ça commence à toucher maintenant même les villes côtières. On a vu quelques petites attaques, en tout cas moins importantes que nos voisins burkinabés ou autres. Qu'en est-il? On nous parle du Bénin, on nous parle de plein de pays qui commencent à être touchés. Très bien. De plus en plus. C'est une très bonne question et elle est d'actualité. Oui. Le G5, l'espace du Sahel, connaît beaucoup de problèmes. Maintenant, nous observons, nous nous sommes dit, il y a une tentative de déstabilisation de ces groupes-là entre le Sahel et les pays côtiers, pour ne pas dire le littoral du Sénégal jusqu'à... Et donc, moi, dans mes audiences avec leurs excellences, les chefs d'État du G5 Sahel, nous avons évoqué la situation. Moi, j'étais reçu en audience par le président Nana Akufo-Addo, parce que lui, il gère l'initiative de Accra, Oui. étant aussi le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous nous sommes assis, nous nous sommes dit, Excellence, telles que les choses sont en train d'évoluer, il faudrait qu'on fasse attention, il faut qu'on barre l'installation de ce monde-là dans cet espace. Donc ici, je suis là,
avant de venir ici, j'étais à Dakar, au Forum de la paix et de sécurité. Oui. J'ai organisé une réunion avec les ministres défense et affaires étrangères du G5. Il y avait à l'audience, il y avait la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, il y a le ministre Jean-Yves Le Drian. Et nous avons donc traité la question, justement, faire en sorte que le G5, l'espace du Sahel et les pays côtiers puissent convenir sur un mécanisme de contrôle, de suivi et de lutte pour empêcher que ces gens-là s'installent. Donc moi, je suis ici pour discuter avec les autorités ivoiriennes, pour dire, dans le cadre de l'initiative de Accra, et quand j'ai discuté avec le président Nana du Ghana, nous avons remarqué qu'effectivement, il faut, dans cette dynamique-là, il faut de la formation, il faut équiper ces armées-là, forces de défense et de sécurité, ils sont capables de mener donc la lutte. Il faut des renseignements et il faut une bonne logistique. Donc, mon arrivée ici avec mon conseiller, c'est de m'entretenir avec les boss donc, de la CI pour dire le danger est réel, parce qu'il se passe des choses. Et comme nous, là-bas, malgré le fait qu'il y a des difficultés au Sahel, on a quand même acquis une expérience, nous voulons partager avec nos parents du Golfe de Guinée et faire en sorte que la situation... Il est très difficile de lutter contre le phénomène s'il s'installe, que de le prévenir et de mutualiser les efforts pour le garder hors de notre espace. D'accord. Donc là, comme vous le dites, il faut mutualiser les efforts pour pas que ça vienne. Donc on pensait, par exemple, ce qui s'est passé, on parle du Togo aussi, le Bénin, vous pensez que c'est épisodique pour l'instant ? Pour le moment... L'attaque au Bénin... Oui, et chacun de ces pays vous dira qu'il y a des petites choses qui se passent ça et là, mais c'est des petites choses que deviendra donc le Maus. Donc, nous voulons éviter que cette petite chose grandisse. Et les partenaires sont derrière nous. Nous, on prend les choses en main. Quand j'ai discuté avec le président Nana Addo, que les Africains mettent sur la table une série de solutions. Et les partenaires vont nous accompagner dans ça. D'accord. C'est mon job. Ce que je fais. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.